là, malgré l'heure, malgré tout ça. Malgré l'absence d'Isabelle Bénin. Ah, on apprend le sage. Alors, du coup, on est 3 collaborateurs. Est-ce que les gens sont genevois ou pas genevois? Pas genevois. Ok. Moyen. Ok. Donc, en fait, nous, pour expliquer juste un peu la position, pour expliquer aussi pourquoi on vous présente ça, on travaille au service de la recherche en éducation, le SRED. C'est un service qui appartient au ministère de l'Éducation nationale, on dirait pour le canton de Genève, donc le ministère de l'Éducation, le département de l'Éducation. Donc on est, la fonction qu'on a, c'est de produire de la recherche, de la donnée statistique qui doit être au service de l'action politique genevoise en matière d'éducation. Donc c'est supposé être le rôle, donc on a un petit peu cette interface avec un rôle de recherche plus appliqué finalement que ce qu'on peut faire parfois à l'UNI, même si on voit que les choses évoluent aussi. Donc on a une position un petit peu intermédiaire qui nous met souvent en échange avec à la fois les chercheurs d'un côté et puis le terrain, que ce soit les hiérarchies politiques, les directions d'établissement ou les enseignants. Donc l'idée c'est de montrer un petit peu les travaux qui sont faits à cette interface finalement entre recherche et terrain, avec 3 exemples. Et puis la dernière présentation qui à la base avait été proposée par la direction de l'enseignement obligatoire et le service enseignement, comme on a travaillé aussi un petit peu là-dessus, ben on la fera à leur place. Et puis après on renverra vers eux si vous avez plus de questions. Mais voilà, on a aussi suivi un petit peu ces questions de recherche-action, donc on fera quand même la présentation. Et puis voilà. Donc je passe la parole à Mathia qui va faire la première présentation. Bonjour. Donc, je me réjouis de vous présenter ce projet parce qu'en fait, il est très lié à mon parcours professionnel et c'est aussi à travers ce projet que j'ai rejoint mes 2 collègues au SRED. Ça, c'est un travail qu'on a mené aussi avec Mireille Betrancourt et Emmanuel Sander, qui sont les 2 professeurs ici à l'Université de Genève. Donc, le sujet, c'est le numérique comme nouvel objet d'enseignement et d'apprentissage. Et je vais vous parler plus spécifiquement du développement du moyen d'enseignement genevois, éducation numérique. Donc en 2021, les cantons Romand et le Tessin ont formalisé l'introduction de l'éducation numérique comme sujet obligatoire déjà à partir de 1P, 4P. Et ils ont formalisé ça dans une sorte de cercle où il y a la culture et citoyenneté numérique au centre. Et il y a 3 axes, médias, sciences informatiques et usages. Et chaque axe est ensuite... il y a des objectifs et puis des sous-compétences qui sont à l'intérieur. Ça, c'est le plan d'action général et puis chaque canton a la responsabilité de l'implémenter. Donc déjà, au niveau de ce schéma, il y a plusieurs enjeux. Donc le premier, c'est que même s'il y a des concepts, il faut quand même délimiter le périmètre. Qu'est-ce qu'on enseigne? Quels sont effectivement les éléments qui se chevauchent dans la littérature? Parce qu'il y a pas mal de compétences qu'on peut retrouver dans des concepts similaires comme Digital Citizenship ou 21st Century Skills. Le deuxième enjeu, c'est la nature récursive et abstraite de la matière. Donc, contrairement à ce qu'on fait en général avec l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire qu'on prend une technologie et on enseigne une matière que l'enseignant maîtrise déjà, ici, si vous voulez, c'est de quelque manière récursive parce que les éléments numériques qu'on déploie, c'est pour enseigner le numérique lui-même. Et les enseignants ne sont pas forcément experts du numérique. Et ensuite, il y a des aspects plus pragmatiques, c'est-à-dire l'adéquation des séquences et d'évaluation, à la fois au développement social, cognitif et affectif des élèves, mais aussi l'acceptabilité des enseignants, et puis aussi le déploiement au niveau technique à l'échelle. Donc, comment Genève a abordé l'introduction? Donc, elle a anticipé à travers une phase pilote, qui a duré de 2021 à 2023 et en fait moi j'ai postulé pour le poste de postdoc à ce projet parce que j'ai fait les calculs et donc ma fille est née en 2020 et 2024 c'est l'introduction à l'échelle de l'éducation numérique.
Donc je me suis dit, l'impact que je peux avoir en tant que parent sur l'éducation numérique de ma fille, ça va être assez limité. Je peux la forcer à utiliser Linux, à haïr Microsoft et comme ça, mais si après ses collègues utilisent l'iPhone ou comme ça ne va pas jouer. Donc je me suis dit, peut-être je peux participer directement à cette discussion de l'introduction du numérique à Genève. Et comment ça s'est fait concrètement? En 2 phases. La première phase, ça a été vraiment la création des séquences, et c'était une phase plutôt qualitative. Et là, ils ont créé 3 guides pédagogiques, médias, informatique et usage. Et l'université LSRED a intervenu à ce moment. Il y avait déjà des activités qui étaient conçues, et l'idée c'était de les améliorer de manière itérative, et puis de faire une deuxième phase sur les apprentissages. Et là, ce qu'il fallait faire, c'était effectivement identifier des concepts un peu plus ciblés, parce que là, c'était très large. Et nous, on a identifié la pensée computationnelle, la catégorisation fluide et l'esprit critique. Je vais vous donner des définitions après. Donc, c'était un processus itératif et participatif, toujours avec cette double perspective enseignante et élève. Il fallait une acceptabilité dans les deux. Et puis, l'ensemble du processus, au final, a amené aux moyens d'enseignement genevois 1P, 2P et 3P, 4P. Et maintenant, ils sont en train de faire la suite 5P, 6P, 7P, 8P. Donc, nous avons décidé de nous concentrer sur 3 compétences que nous avons jugées un peu transversales à ces axes usage, médias et sciences informatiques. Donc, la première, c'est la pensée computationnelle, qu'on a défini comme un ensemble de compétences et habilités tirées des sciences informatiques qui peuvent être déployées dans la planification, implémentation et généralisation d'une solution automatisée à un problème, une tâche. Deuxième, c'est la catégorisation fluide, donc la capacité d'adaptation à des tâches ou problèmes en modifiant la perspective ou position initiale en fonction des nouvelles informations ou contraintes. Et enfin, l'esprit critique, exercer une vigilance active et systématique sur la fiabilité et adéquation des informations au contexte d'utilisation. Donc, je vais vous parler maintenant de la première phase, celle qui était un peu plus qualitative et qui portait sur l'adéquation technopédagogique et l'acceptabilité des séquences. Donc, pour faire ça, on a fait des sortes de tests unitaires. Chaque activité qui était contenue dans le guide pédagogique, c'était une unité d'apprentissage, et on les a distribuées de manière aléatoire, donc 4 séquences pour chaque classe volontaire. On en avait 26. Et dans ce cas, il n'y avait pas de formation préalable. Donc, c'était vraiment de dire, vous êtes confronté en tant qu'enseignant comme classe à un sujet nouveau avec des activités nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont vos besoins? Quelles sont les situations qui peuvent amener à des problèmes? Qu'est-ce qui va bien marcher? Et donc, pour ne pas laisser les enseignants et les classes complètement dans le vide, on a mis en place un dispositif d'accompagnement avec des questionnaires post-activité, des entretiens individuels, et des focus group, et puis il y avait aussi du soutien technopédagogique qui était mis en place, mais dont je ne vais pas vous parler. Donc, je vais vous présenter brièvement quelques résultats. Donc, par exemple, un problème qu'on a pu relever à travers cette phase, c'était la durée des activités. C'était prévu sur 45 minutes, donc d'occuper une plage horaire, et on a vu rapidement que presque toutes les activités portaient plus de 45 minutes. Vous voyez sur l'axe média, il y en a qui duraient 250 minutes, donc c'est une semaine de cours. Et ça, c'était souvent des problèmes assez pratiques, parce qu'il y avait par exemple la peinture qui devait sécher, parce qu'il y avait l'image dans plusieurs formats. Et donc c'était des choses qu'on avait sous-estimées, ou que les gens qui ont créé le guide avaient sous-estimé au début. Mais ça nous a effectivement permis d'avoir un check de réalité en disant il faut être très pragmatique et faire des activités qui restent dans la plage horaire, ou que si elles débordent, l'idée qu'on a eue, c'est de dire on l'a fait sur 1h30, mais il faut une autre matière qui se colle à l'intérieur. Donc un autre sujet, ça peut être français ou les maths ou les sciences qui va avec, comme ça on utilise 2 plages horaires pour le même sujet. On a aussi demandé un peu la perception de l'enseignante sur la pertinence par rapport au plan d'études global, donc ce qu'on appelle le PERNOM, la pertinence par rapport à l'enseignement qu'il donne, la correspondance aux habitudes et l'implication de l'enseignante. Est-ce que l'enseignante se sentait impliquée? Et donc on a eu un retour assez positif sur les séquences, avec des retours un peu plus mitigés sur l'axe média et aussi beaucoup plus d'hétérogénéité. Donc chaque point c'est la perception d'un enseignant. Et donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui sont parfois un peu polarisés.
On a demandé aussi la perception des effets sur les élèves. Donc ça, ce n'est pas les élèves qui répondent, mais c'est l'interprétation de l'enseignante par rapport à ce que les élèves ont vécu. Et donc là, on a plutôt essayé de quantifier, est-ce qu'il y avait peu d'élèves qui étaient concernés, est-ce que c'était plus ou moins la moitié de la classe ou toute la classe. Et encore une fois, on voit que les activités sont perçues positivement, surtout au niveau de l'implication et adéquation du niveau. Mais au niveau des apprentissages, bien entendu, avec très peu de temps, c'était plutôt des connaissances plutôt que des compétences. Donc, suite à cette première phase, on a pu amener des adaptements et de créer de nouvelles séquences. Et on a effectivement essayé de miser encore plus cette triade de compétences qu'on a identifiées. On a aussi décidé d'unifier les trois axes parce que la distinction entre les trois, ça nous semblait un peu artificielle. Donc, il y avait pas mal de recouvrements, surtout sur l'axe usage et médias. Et puis, l'un des éléments qui était ressorti du terrain, c'était le guide. C'était bien si c'était vraiment très structuré l'activité. Quels sont les objectifs, quel est le matériel que l'enseignant doit préparer en amont, quel est le matériel que les élèves allaient manier, comment ça se passe, le déroulement concret, et ensuite une sorte de clôture qui manquait un peu dans le guide pour faire une synthèse des éléments. Et grâce à ça, on a pu aussi identifier tous les besoins de formation et techniques qui ont après amené effectivement à la deuxième phase. Donc la phase 2, c'est plutôt sur les apprentissages. Donc on a essayé de mettre en place une évaluation, même si on n'avait pas beaucoup de temps et c'était un sujet nouveau. On a essayé de mettre en place une évaluation et pour nous, c'était important que l'évaluation soit faite de manière le plus écologique possible. Donc pas l'idée que c'est un test normé qui est fait dans des conditions individuelles, mais que ce soit quelque chose qui puisse être reproduit à l'échelle. Et donc, pour faire ça, on a pu avoir accès à un protocole quasi expérimental, donc deux groupes, l'une de 10 classes et l'autre de 6 classes. Le problème, c'est que les enseignants ont décidé, un, s'y participer ou pas à cette phase pilote, et deux, s'ils voulaient participer en faisant les séquences pédagogiques ou juste comme groupe contrôle. Donc il y avait un biais à la fois de sélection et d'attribution. Néanmoins, on a quand même mis en place ce dispositif dans lequel il y avait le pré-test pour les deux groupes. Et puis, le groupe séquences pédagogiques faisait 3 séquences sur les sciences informatiques, principalement sur les sciences informatiques. Puis, il y avait le premier post-test sur ces 3 activités. Et puis, il y avait les autres activités sur l'axe média-usage jusqu'au post-test sur cet axe. Donc, les deux groupes étaient similaires pour moyenne écart type d'âge, catégorie socio-professionnelle et pourcentage de francophones et allophones. Et puis, les enseignants du groupe avec les séquences ont été formés au concept et aux activités, tandis que les enseignants du groupe contrôle étaient, et les enseignants des deux groupes ont aussi eu une sensibilisation à la recherche pour la passation des tests, ou disons pour essayer de quand même garder une certaine objectivité dans la passation des tests, parce qu'il n'y avait pas des chercheurs après sur place pendant les phases, ni les séquences ni les tests. Ici, vous avez les titres des séquences pédagogiques. Je ne vais pas tous les décrire, c'est juste pour vous donner un peu une idée de ce qu'on a retenu. Et puis, pour cette partie, surtout de la typologie, donc dans la littérature, on fait beaucoup de distinctions entre des activités qui sont branchées et débranchées. Donc, les activités branchées ont un dispositif numérique, ça peut être un ordinateur, un robot ou quelque chose qui a quand même de la logique computationnelle à l'intérieur. Et puis les activités débranchées, c'est par contre avec des objets ou des situations analogiques qui essayent de mettre en place l'équivalent d'un fonctionnement numérique sous-jacent. Ça peut être par exemple donner des directions à une personne, va à droite, va à gauche. Et donc c'est l'idée de recréer sans quelque chose de branché les mêmes conditions. Et puis il y a des activités qui sont dites hybrides, dans lesquelles on essaie de faire un continuum entre ce qui est fait au niveau du débranché et qui a un appui direct à l'intérieur du branché. Par exemple, on peut d'abord donner les instructions à une personne et puis ensuite manier directement un robot. Au niveau de la passation des tests, il y avait cette procédure. Donc on a des consignes qui étaient affichées sur grand écran, donc comme si c'était vous les élèves et puis moi l'enseignant. Je montre cette partie-là, par exemple comment ça bouge un robot. Et puis je donne un exemple de ce qui est attendu. Donc il faut cocher les commandes qui servent pour
déplacer le robot. Et après, les élèves font l'exercice sur papier. Il fallait faire sur papier pour des raisons à la fois pratiques aussi parce que le groupe contrôle n'avait pas accès au dispositif numérique. Et à la fin de chaque exercice, tout le monde s'arrêtait comme ça qu'il y avait une passation qui était coordonnée pour tous les élèves. Et les items, nous les avons créés en collaboration avec le service d'enseignement et évaluation et le coordinateur de discipline. Et on s'est inspiré aussi des épreuves de fin du cycle 3P, 4P pour voir qu'est-ce qu'on pouvait concrètement demander aux élèves, quel type d'activité ils faisaient sur papier et essayer d'avoir une correspondance. Et entre pré-test et post-test, c'était plus ou moins les mêmes items, mais avec certaines modifications mineures. Donc maintenant, je vais vous présenter le gain d'apprentissage généralisé. Donc ça, c'est la différence sur les réponses correctes qui ont été données en pré-test et post-test. Mais d'abord, on a créé une sorte de modèle causal pour dire quel est l'effet de la condition quasi-expérimentale. Donc, selon la littérature, on sait que la culture numérique de l'établissement peut avoir un impact, les compétences numériques de l'enseignant peuvent avoir un impact, et tout ça. Et puis, malheureusement, on n'a pas pu contrôler pour certaines variables qui créent des chemins alternatifs. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est au mieux une sorte d'effet total entre participer aux séquences ou pas, et puis le profil de l'enseignant, de l'établissement. Donc on ne peut pas déterminer un effet direct des séquences pédagogiques. Donc pour tester le gain d'apprentissage, on a mené une régression logistique multiniveau dans laquelle, je vous épargne les détails, mais c'était juste pour contrôler au maximum, effectivement, essayer de mettre en place ce modèle que j'ai montré en amont. Et là, ce qu'on a relevé, c'est que le fait des conditions, il est toujours modéré par quelque chose d'autre. Donc, il ne s'est pas manifesté un effet de la condition à elle toute seule. Donc, les deux groupes étaient assez équivalents, si ce n'est pas pour le fait qu'ils ont fait les tests et les deux axes de manière différente. Et puis aussi une interaction à 3 niveaux. Mais ça, c'est moins important. Ce qui est peut-être plus clair, c'est les résultats sous forme de pourcentage. Et donc là, on voit que sur l'axe des sciences informatiques, il y a effectivement une amélioration du groupe avec les séquences pédagogiques en rouge qui passe de une taux de réussite de 22% à 47%. Et le groupe contrôle, il passe de 31 à 42. Donc, si vous voulez, le groupe contrôle avait déjà des meilleures compétences de base sur les items qu'on a passés, mais il s'améliore moins que ceux qui ont suivi les séquences pédagogiques. Par contre, au niveau de l'axe média-usage, il y a pratiquement la même amélioration. On a aussi essayé de faire des évaluations plus fines. Par exemple, si vous imaginez déplacer un robot, évaluer d'un point de vue est-ce que c'est correct ou pas tout le chemin, c'est peut-être un peu exagéré parce que parfois il nous manque juste une commande ou on s'est quand même approché de la réponse correcte. Donc on a mis en place un système dans lequel chaque déplacement du robot était encodé, par exemple avancée, droite, avancée, gauche, et ainsi de suite. Et puis on a analysé cette suite et puis s'il y avait une correspondance exacte, la distance entre ce qui était attendu et ce qui a été répondu, c'est 0. Dans le deuxième cas, vous voyez qu'il y a la dernière A qui manque. Et donc là, on a introduit une petite pénalisation parce qu'en fait, pour faire correct, il aurait fallu avoir une commande en plus et en plus aussi identifier laquelle parmi ces commandes. Et donc, le plus on s'éloignait, donc la dernière ligne, il y a 4 commandes qui manquent et donc il y a une pénalité de 8 points. On a testé sur 2 parcours, un parcours court et un parcours long. Donc là, vous voyez le chemin qui était attendu. Donc les commandes, c'était avancer, avancer, gauche, avancer et avancer. Et de l'autre, je vous épargne tout le parcours, c'était plus long. Et ce qu'on a pu observer, c'est encore une fois que la condition, elle se manifeste comme effet en interaction avec le test dans ce cas. Donc ce qui est plus intéressant, c'est encore une fois les moyennes marginales. Et donc là, on voit encore une fois que le groupe avec les séquences pédagogiques s'améliore davantage. Donc il diminue la distance davantage par rapport au groupe contrôle.
enfin, je vous propose un item sur la flexibilité cognitive et l'esprit critique. Donc là, ce n'était pas vrai ou faux, mais il y avait plusieurs possibilités. Et ça, c'est un item dans lequel vous avez des images qu'on a appelées hybrides. Malheureusement, c'est un peu petit. Mais l'idée, c'est qu'il y a soit un objet ambigu, ou soit il y a deux objets à l'intérieur de la même image. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a les mains, mais ils font aussi un lapin. Donc, il y a des mains et un animal en même temps. Ici, il y a un arbre et un animal en même temps. Ici, il y a des mains, mais de manière un peu ambiguë, parce que c'est juste les traces de mains. Donc, l'idée, c'était de dire, est-ce qu'en travaillant un peu cette flexibilité cognitive et cet esprit critique, on arrivait à voir plus d'éléments dans la même image avant ou après les séquences pédagogiques. Et là, on voit qu'il y a effectivement une amélioration conséquente sur au moins un élément, mais que c'est plus ou moins la même chose entre les groupes contrôle et les groupes avec les séquences pédagogiques. Donc, par exemple, ici, au pré-test, il y avait déjà pas mal de gens qui ont identifié l'animal, et au post-test, ça s'augmente un peu, mais pas beaucoup. Par contre, les mains, vous pouvez voir que dans le pré-test, il y a très peu de gens qui ont vu aussi les mains, et puis dans le post-test, donc après la période des séquences ou les séquences pour le groupe avec les séquences pédagogiques, il y a une forte amélioration, et le même principe ça s'applique pour l'image où il y a les mains et l'arbre dans ce type d'image ambiguë. Donc pour conclure, on a pu, avec cette démarche dans laquelle il y a une grosse participation des enseignants et des élèves, tester l'adéquation des séquences, et on a une bonne acceptabilité des séquences et des tests. Et les tests pourraient d'ailleurs servir, plusieurs enseignants nous ont dit que c'était intéressant juste faire le test, sur papier c'était intéressant, et donc on pourrait l'utiliser comme sorte d'outil de dépistage au début de la phase, dire quelles sont les compétences ou les connaissances sans faire encore le sujet pour la classe dans laquelle je me trouve. Il y a un gain d'apprentissage en lien avec les séquences sur l'axe des sciences informatiques, mais justement c'est impossible d'isoler par rapport à l'effet de la classe et dans un contexte quasi expérimental. Et puis on n'a pas pu détecter d'effet sur l'axe du média usage, mais c'est aussi un axe plus complexe et peut-être où les connaissances elles prennent plus de temps pour être manifestes. Et là, il faudrait, à notre avis, poursuivre un peu dans cette sillage de la perspective multiple ou de la flexibilité cognitive, donc le style de activité et d'item que je vous ai montré avec les images hybrides. Et puis, si vous êtes intéressé par ce qu'on a fait, vu que c'est effectivement propriété de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, il faudrait d'abord demander leur permission, mais je pense qu'ils seraient contents de partager le matériel, les résultats. On a aussi travaillé avec les classes de 1P, 2P et de l'enseignement spécialisé, mais je n'avais pas le temps de tout présenter, mais en général, toute cette phase, ça a été bien apprécié et ça a amené effectivement à un guide qui est meilleur par rapport à la situation de départ. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va faire un petit peu le grand écart, on va vraiment sur quelque chose d'autre et je vous propose de plutôt m'interrompre dès que vous ne comprenez pas quelque chose. Je ne connais pas toutes les spécificités Alors en Suisse, ça va encore sur les questions de la pédagogie spécialisée. Dans les autres pays, il y a quoi? Il y a la France qui est représentée, c'est juste? Ou bien vous êtes tous suisses? D'accord, bon bah alors la pédagogie spécialisée elle est réglée par au niveau... Je suis belge, donc, oui, alors peut-être je peux faire un peu de... Depuis le temps que tu es ici, tu as perdu. Ouais. Disons, je vais un peu étayer alors pour toi. On produit au service de la recherche en éducation les indicateurs de la pédagogie spécialisée. Donc on rend compte un petit peu de l'évolution des mesures de pédagogie spécialisée. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une politique inclusive en Suisse et à Genève depuis pas mal d'années, qui commence avec en 2004 l'entrée en vigueur de la loi sur le handicap, puis après différentes lois, différents règlements, différentes choses de plus en plus ancrées dans le contexte genevois, jusqu'au règlement de la pédagogie spécialisée. Et là, vous avez ici la citation de la CDPH que
les personnes handicapées ne soient pas exclues sur le fondement de leur handicap du système d'enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus sur le fondement de leur handicap de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire et de l'enseignement secondaire. Tout ça pour dire que voilà, l'inclusion, c'est une obligation légale depuis pas mal d'années, et puis on a essayé un petit peu de se renforcer dans cette obligation en adoptant de plus en plus de règlements et de lois. Ce qu'on peut dire, c'est que le formel, comme diraient les avocats, n'est pas créateur de réel. Hein. C'est pas parce qu'on a formalisé les choses qu'on a réussi à créer quelque chose de réel. Et ce qu'on peut voir, donc là, il y a différentes mesures de pédagogie spécialisée. Vous avez des mesures, c'est toutes des mesures individuelles. Hein. Ces mesures de pédagogie spécialisée, il y a la logopédie, la psychomotricité, il y a l'éducation précoce spécialisée qui est réservée aux élèves de 1P, 2P et aux préscolaires. Il y a le soutien pédagogique en enseignement spécialisé qui est l'équivalent, si on veut bien, de cette éducation précoce spécialisée, mais pour les élèves à partir de la 3P. Je caricature, enfin je schématise un petit peu, et l'enseignement spécialisé. Et ce qu'on peut voir de manière générale, c'est que depuis 2016, et là il y a 2016 et 2022, on a une augmentation du nombre d'élèves dans l'enseignement spécialisé, une augmentation des mesures de... Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous, on vient de logopédie comme ça. Et alors du coup, je ne comprends pas la différence entre le soutien pédagogique en enseignement spécialisé et l'enseignement spécialisé. Ouais. Ça, c'est dans une structure séparative. Ça, ouais, ça. Voilà. Ça, c'est à l'école régulière, il y a un enseignant spécialisé qui est détaché et qui donne un certain nombre de périodes en classe. C'est vrai que le terme est assez contre-intuitif. Ouais. Complètement. Et c'est la même chose pour l'éducation précoce spécialisée, qui est aussi avec un enseignant ou un éducateur ou une éducatrice spécialisée qui donne en classe régulière du soutien. La logopédie, c'est parfois en classe, parfois pas en classe. En réalité, pas en classe. Ouais, c'est beaucoup pas en classe. Non, dans le sens où c'est pas. Au sens de, surtout pas heureusement, mais à 99%, ouais. C'est pas en classe et pas dans l'établissement. Oui. En fait, j'ai failli un peu fourcher. Non, en réalité, c'est parfois sur temps scolaire et parfois hors temps scolaire. Mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est très très peu en classe. Le choix à Genève a été d'avoir de la logopédie délivrée par des thérapeutes qui sont pas du tout dans les écoles. Autre indicateur qu'on a publié, c'est le taux de retour depuis l'enseignement spécialisé vers l'enseignement régulier. Il était de 12% en 91, on est descendu progressivement à 6%. Donc en même temps qu'on a de plus en plus d'élèves qui vont dans l'enseignement spécialisé séparatif, en même temps il y en a de moins en moins qui reviennent. Donc d'un point de vue d'inclusion scolaire, on a raté la cible pour l'instant. Et quelles sont les hypothèses pourquoi on a raté la cible? Eh bien, il y a deux hypothèses un petit peu générales. C'est qu'il y a une faiblesse dans l'analyse des besoins et dans la réponse qu'on apporte à ces besoins. Donc je vais y venir un peu plus en détail après. Et puis, la réponse que l'on donne, souvent, elle met à distance les élèves des opportunités d'apprentissage, avec l'enseignement séparatif qui les met dans des environnements qui sont moins stimulants pour les apprentissages et qui les décale de l'enseignement régulier. Est-ce que vous êtes tous et toutes familiers avec le principe, avec le modèle de RAI? Bon, je vais le rappeler dans les grandes lignes. Il y a une idée qu'il y a des interventions universelles, puis que les interventions universelles devraient permettre de répondre à la plupart des difficultés scolaires qu'on observe. Ensuite, il y a des interventions ciblées. C'est si les interventions universelles n'ont pas fonctionné pour certains élèves, on passe à des interventions ciblées. Et en fonction de la réponse à l'intervention, donc si l'élève n'a pas progressé, on peut passer à des interventions plus intensives. On a découpé ici quelques principes, on peut les découper de différentes manières. Nous, on a choisi un peu cela. Un des principes du modèle RAI, c'est que l'intervention, elle est basée sur un besoin identifié par des observations qui sont objectivées, par des évaluations objectivées. Donc ce n'est pas des évaluations dans une classe où on aurait une courbe normale, c'est des évaluations critériées typiquement. Et elles sont standardisées et on arrive à identifier très rapidement la difficulté de l'élève. Et puis ça se fait indépendamment de tout autre type de diagnostic. Là on a mis médical parce que c'est un peu celui qui prévaut beaucoup dans le domaine scolaire. C'est-à-dire on se dit tel enfant a un trouble du déficit d'attention et du coup on a telle et telle difficulté générale qu'on a identifiée.
Ben, l'idée, c'est pas ça du modèle, c'est de dire on a des difficultés très spécifiques qu'on va mesurer avec des évaluations standardisées, et c'est ça qui fera foi sur l'intervention qu'on va mener. Les interventions sont basées sur des données probantes. Donc là, c'est l'idée que les interventions qu'on va mettre en place, on les a évaluées. On a déjà démontré dans d'autres contextes, ou même dans ce contexte-là, qu'elles produisent les effets escomptés. Alors, les exemples un peu classiques, c'est par exemple, on identifie un problème dans la conscience phonologique d'un élève, donc quelque chose de très spécifique, et bien on va faire une intervention sur la conscience phonologique qui doit permettre à l'élève de régler cette difficulté. Et puis un troisième principe, la progressivité des mesures, c'est-à-dire que d'abord on commence par les interventions universelles. Si elles ne fonctionnent pas, et il y a une circularité, c'est-à-dire on ne fait pas juste une intervention universelle puis ensuite on passe au niveau supérieur, on est sur plusieurs interventions universelles différentes, puis si celle-là ne fonctionne pas, ben on passe au niveau supérieur, et c'est en fonction de la réponse à l'intervention qu'on décide si on doit passer au niveau supérieur. C'est une logique finalement assez systémique, hein. On pourrait voir le modèle RAI aussi bien au niveau d'une classe qu'au niveau du système scolaire. Et au niveau du classe, on pourrait avoir sur le niveau 1, les niveaux, on peut discuter hein, où pourraient être classées les différentes choses, mais on pourrait avoir la différenciation pédagogique, la conception universelle des apprentissages. Sur le niveau 2, on pourrait avoir la régulation, les aménagements scolaires et les adaptations, et les soutiens scolaires. Et puis, sur le niveau 3, des soutiens scolaires plus intensifs, par exemple, au niveau d'une classe. Au niveau du système scolaire, on pourrait de nouveau avoir la différenciation pédagogique, les équipes médico-psychosociales qui sont des équipes pluridisciplinaires au service des écoles, donc elles travaillent dans les écoles, elles peuvent être mobilisées directement. La co-intervention, qui est une mesure collective qui a démarré l'année passée dans la moitié à peu près des classes de 1P2P, peut-être pas la moitié, pas la moitié, mais bon, dans un certain nombre de classes de 1P2P, c'est l'idée d'avoir 2 professionnels pour les classes de 1P2P. Et puis si on montait au niveau 2, on aurait les aménagements, qui sont des aménagements type des aménagements de l'environnement, ça peut être du temps supplémentaire et ce genre de choses, ou des adaptations du programme, c'est-à-dire on a le référentiel du plan d'études, mais cet élève-là, on n'arrive pas à lui faire atteindre les objectifs du plan d'études de fin de 8e, par exemple, puis on lui met celui du fin de 7e. Les groupes de besoins, et puis si par hasard tout cela ne permet pas de résoudre la difficulté, on passe à des mesures renforcées de pédagogie spécialisée, qui nécessitent une PES et tout ça. La structure, on peut toujours la discuter, mais c'est un peu la structure qu'on a voulu un petit peu questionner. Donc intuitivement, on se dit, la philosophie du modèle RAI, elle correspond assez bien à la prise en charge de la difficulté scolaire qu'on pourrait observer en temps normal dans les classes. Donc quand on en parle de ce modèle aux enseignantes et aux enseignants, ou bien aux éducateurs et éducatrices, on nous dit « Ah oui, mais ça fait longtemps qu'on fait ». C'est le constat assez souvent apporté. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que la réponse à la difficulté scolaire, elle est assez peu efficace. Puisqu'il y a le recours aux mesures de pédagogie spécialisée qui est en augmentation, il y a un taux de retour qui est de plus en plus faible, donc le moins qu'on puisse dire, c'est que mettre un élève dans l'enseignement spécialisé ne lui permet pas plus de revenir dans l'enseignement régulier après coup. Il y a de nombreuses mesures, le redoublement, les aménagements, les adaptations, les soutiens scolaires, qui sont finalement des marqueurs de décrochage scolaire. Donc si c'était des mesures qui étaient efficaces pour résoudre la difficulté scolaire, ça ne pourrait pas être des marqueurs. Ça devrait permettre de répondre à la difficulté. Et ce qu'on peut un peu observer, c'est quand on va creuser plus en détail si vraiment on est en adéquation entre les principes du modèle et ce qui se fait dans le terrain, c'est qu'on remarque qu'il y a des interventions qui sont basées sur des besoins qui ne sont pas si bien identifiés. Et puis on a des mesures qui donnent sur des besoins qui sont, des mesures qui sont finalement pas sur des besoins spécialement identifiés. Le redoublement n'est pas une mesure spécifique, elle ne va pas travailler la conscience phonologique. Elle dit à l'élève, voilà, tu vas refaire l'année entière, et c'est une mesure très générale. C'est comme un antibiotique à spectre large un peu.
Sauf que l'antibiotique, en général, il marche. Ensuite, on a des interventions basées sur des évaluations seulement partiellement objectives ou standardisées. Donc, ce qu'on peut observer, c'est qu'en général, dans n'importe quelle classe, et peu importe le niveau de la classe, il y a des bons élèves et il y a des mauvais élèves. Hein. Il y a la courbe de Gauss qui se redessine pour tout le temps, alors qu'en réalité, d'un point de vue strictement statistique, c'est pas possible. Il peut y avoir des classes où il y a plus de difficultés et d'autres où il y a moins de difficultés. Et on a fait, dans une version des indicateurs de la pédagogie spécialisée, on a regardé la variabilité d'octroi des mesures de pédagogie spécialisée, qu'on n'a pas montré ici, mais en gros, ça va de 0% des élèves obtiennent des mesures de pédagogie spécialisée dans certaines écoles à 6%. Donc on est sur une variabilité assez importante. On a essayé de mesurer pourquoi on avait une telle variabilité. Et on arrive à plus ou moins expliquer 50% de cette variance par rapport aux compétences des élèves qu'on peut mesurer par les évaluations standardisées, etc., etc. Mais il y a quand même l'autre moitié qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, il y a une forme de subjectivité. Des interventions non basées sur des pratiques attestées par la recherche. En général, les interventions, elles sont... l'idée de vraiment avoir une intervention pour laquelle on va mettre en place quelque chose et ensuite réévaluer ce que l'on a fait et voir si ça a bien fonctionné, n'est pas une pratique que l'on observe de manière systématique. Et puis, que peut-on dire de la progressivité, un des autres principes du modèle RAI? Là, vous avez ici le pourcentage d'élèves pour le RAI numéro 1 qui obtient une mesure ordinaire de pédagogie spécialisée. Donc les mesures ordinaires de pédagogie spécialisée, elles peuvent être obtenues sans un réseau qui est mis en place autour de l'élève qui va valider le besoin. Donc combien de ces élèves ont une mesure ordinaire avant d'avoir une mesure renforcée? La mesure renforcée, par contre, elle va demander une procédure d'évaluation standardisée qui demande la mise en place d'un réseau avec des thérapeutes, des directions d'établissement, etc., etc. Et on voit qu'on est à 50% à peu près. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui finalement obtiennent directement la mesure la plus intensive sans avoir obtenu la mesure de plus bas niveau quelque part. Et puis ici on a un autre indice où c'est les aménagements ou les adaptations qui sont des mesures qui sont délivrées par l'école régulière. Et dans combien de situations les élèves ont un aménagement ou une adaptation avant d'avoir de l'enseignement spécialisé. Et on voit que là, on est nettement plus bas. Donc on a beaucoup d'élèves qui obtiennent directement d'enseignement spécialisé, ils n'auront jamais eu un redoublement, jamais eu une adaptation, jamais eu un aménagement, et ils ont directement la mesure la plus intensive. Ouais. Pardon, du coup, vous avez enlevé tous ceux qui avaient déjà un diagnostic, par exemple. Pourquoi ? Parce que si j'ai déjà un diagnostic de trouble des apprentissages, oui, j'ai besoin du 3e niveau de RAI, mais est-ce que vraiment c'est pertinent de dire ah bah oui, je peux passer par niveau 2, bah oui, mais on sait déjà que j'ai besoin de niveau 3. C'est toute la question un petit peu du diagnostic médical. Est-ce que le diagnostic médical est totalement pertinent pour expliquer la difficulté scolaire? En l'occurrence, un diagnostic de trouble des apprentissages, ouais. Peut-être celui-là peut être discuté, mais on a beaucoup de situations où en réalité, c'est un peu la question de dire on a un diagnostic qui est très général, trouble de déficit des apprentissages, mais on n'a pas d'évaluation très spécifique de quelle est la difficulté que l'enfant rencontre. Je donne un exemple très simple. On a par exemple des enfants qui ont le trouble du spectre autistique. Et ces enfants-là, il y a une variabilité énorme. Il y a une variabilité non seulement sur la sévérité du diagnostic, de la prévalence de la difficulté, mais il y a aussi une variance très importante sur le type de difficulté que l'enfant peut avoir. Et là-dessus, on pourrait rentrer sur le débat parce que c'est vraiment un débat très... En l'occurrence, en fait, comme le disait, on est dans le logo, et si je diagnostique en tant que logo un trouble des apprentissages, ça veut dire que l'enfant il va avoir des difficultés d'apprentissage scolaire. Donc, si l'idée de ce graphe c'est de compter et d'évaluer la pertinence, l'efficacité d'un modèle RAI, en fait, je ne vois pas pourquoi ces enfants-là ils rentrent dans ce modèle. Puisqu'on sait qu'ils vont avoir des difficultés d'apprentissage scolaire du fait de leur profil diagnostique. Ouais, vas-y. Ouais,
justement, il n'y a rien qui dit qu'ils ne vont pas bénéficier du niveau d'intervention universelle. Et Bah, donc, alors, il y a aucune oui, raison. effectivement, le but c'est qu'ils on espère quand Ouais, même qu'ils voilà. arriveraient. Donc en fait, l'idée, c'est de dire, avec le niveau d'intervention universelle, on commence par ça, parce que c'est le niveau le plus logique, et puis c'est la responsabilité scolaire d'essayer ça. De dire, avec le niveau universel, la différenciation, tout ce qu'on peut mettre en place en moyenne scolaire, régulier, pardon. Mais on sait qu'ils vont pas, ça va pas être suffisant. C'est pour ça que je comprends pas. La question, c'est que voilà, ça amène aussi une autre discussion, mais finalement, dans le contexte spécialisé, ce qui se passe, c'est qu'ils progressent encore moins. Donc, c'est pas non plus une mesure qui est plus adaptée. Donc, c'est plutôt la logique de continuité et à la fois la logique de progressivité qui est croisée, il me semble ici, dans votre exemple, avec la logique de qu'est-ce que produit, est-ce qu'on sait de manière probante ce que produit la mesure de niveau supérieur. Vous voyez, s'il y a un problème de conscience phonologique, par exemple, on sait qu'on va attaquer avec un travail en classe avec l'élève, peut-être en collectif, d'abord en petit groupe, excessivement resserré, puis après peut-être qu'une logo va donner des conseils à l'enseignant, et puis ça ne suffit pas, c'est la logo qui va intervenir directement. Mais on est quand même passé par toutes ces étapes. Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'on ne passerait pas par toutes ces étapes, quelle que soit la difficulté de l'élève, d'autant que... Parce que la pose du diagnostic implique que toutes ces étapes-là ne sont pas suffisantes. Oui, mais quelque part, c'est nécessaire et utile. Alors, utile probablement, mais non suffisante. Oui, alors ça sous-entend quelque part que le diagnostic, je ne sais pas dans quelles conditions il est toujours posé, mais un diagnostic qui est posé de manière, on pourrait dire, non écologique. On vient pas, généralement, on ne va pas dans la classe. On va voir la logopédie, puis elle nous fait passer des évaluations qui donnent lieu à un diagnostic. Mais il existe une variabilité très importante de pratique en classe. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Boyle en Angleterre sur la question de l'intervention indirecte ou l'intervention en petits groupes et ce genre de choses. Et il montre que l'intervention indirecte, elle fonctionne aussi bien que de la logopédie. Et finalement, ça pourrait dire qu'une partie de ces élèves qu'on diagnostique, en réalité, s'ils étaient dans une classe où on avait fait une intervention indirecte, ça fonctionnerait aussi. Alors, si je pense au même papier, ça fonctionne dans une certaine mesure quand même. Tout à fait. Mais on est d'accord sur l'idée qu'il y a une variabilité très importante. Quand vous posez un diagnostic, disons que là, il y a l'élève qui n'a aucune difficulté de langage. Là, il y a l'élève qui a des grosses difficultés au niveau langage. Et vous posez un sorte de seuil. Mais ce seuil, en réalité, il est extrêmement difficile à poser. Il est bien possible que, si on le met là et qu'on dit à cet élève-là, tous ces élèves-là qui sont en dessus du seuil, se retrouvent à avoir la mesure directement intensive. Alors qu'en fait, tous ces élèves-là auraient peut-être pas eu besoin de cette mesure très intensive. Ils auraient peut-être été suffisamment bien accompagnés pour avoir juste la mesure de régulière qui aurait permis de régler la difficulté scolaire. Et ça, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Pascal Zéziguer sur le modèle de réponse à l'intervention. Ah bah alors. Donc c'est lui qui nous a parlé de Boyle en premier, justement, de ce travail-là. Mais en fait, moi je suis d'accord avec ce que vous dites. En plus, il n'y a pas la logopédie là-dedans. Mais en fait, c'était juste, à mon avis, quand on compte les enfants, ceux qui... Bon, mais c'est pas grave. Non, mais moi, c'est une discussion que j'adore. Et je suis tout à fait... Les mesures de logo, elles sont limitées dans le temps de l'enseignement. Elles sont à 3 ans. Réévaluées. Oui. Et au bout de 4 ans, ou avec un nombre d'heures particulier, ça devient légèrement renforcé. Oui, c'est ça. Je crois que c'est 4 ou 200 heures, ou 2 ans ou 400 heures. Je ne sais pas vous savez mieux que moi. Mais voilà, donc après ça change de statut si ça se prolonge trop longtemps. Continuons sur la question de l'adaptation avant le redoublement. On pourrait penser que l'adaptation scolaire, donc c'est l'idée que voilà, on a un référentiel et on dit cet élève-là, dans cette discipline-là, il n'arrive pas à atteindre le référentiel de l'année en cours et on abaisse les exigences dans le sens où on lui dit tu atteindras celle en dessous, de l'année d'en dessous par exemple. Et l'idée c'est qu'une adaptation finalement, elle devrait apparaître avant un redoublement. Parce qu'une adaptation, elle est plus spécifique que le redoublement. Le redoublement, c'est comme une adaptation sur toutes les disciplines.
Alors au niveau du modèle RAI, qu'on voit ici, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'adaptation avant le redoublement. Enfin quasiment, c'est 0 ou 1%. Et la réalité, c'est parce que le redoublement apparaît très tôt dans la scolarité. Donc c'est impossible de mettre des adaptations avant ça. On fait redoubler d'abord. Juste par rapport au redoublement, moi je suis en Valais, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous, si par exemple un élève redouble, on ne peut pas mettre notre mesure en place parce qu'on ne peut pas mettre de double mesure en enseignement spécialisé. Est-ce que c'est pareil à Valais? On peut mettre. Je pense qu'il peut tout à fait redoubler et avoir une adaptation. Ok. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas chez nous. Et ouais. Je suis pas sûre que ça soit dans les. Il faudrait qu'on regarde dans les faits, c'est dans le cadre institutionnel, c'est pas interdit. À quel point c'est pratiqué, il faudrait vérifier. Mais dans le cadre le permet en tout cas. Ok, merci. Et si maintenant on revient un petit peu sur ces différences qu'on peut observer entre le modèle RAI et puis la logique de la réponse à la difficulté scolaire qu'on observe dans les écoles. C'est que le modèle RAI, il y a pour une même difficulté identifiée, de manière spécifique, il y a une réponse qui est toujours la même. La réponse, elle est homogène. Alors qu'à l'école, finalement, il y a des réponses plus hétérogènes. Il y a une identification qui est très spécifique de la difficulté, comme on l'a dit avant, alors que là, il y a des identifications qui sont plus d'ordre général. Il y a des évaluations standardisées qui mesurent plein de choses en même temps, alors qu'on n'est pas précisément sur la conscience phonologique, la formation de... Moi, je ne connais pas tout bien votre langage, je ne peux pas m'aventurer. Mais... Bref. La conscience phono, c'est très bien. Mais la conscience phono, c'est un des trucs que je sais. La question du modèle RAI avec la progressivité des mesures, c'est un des principes, et puis, comme on a pu le montrer, qu'il y a une relative indépendance des mesures. On a, et ça rejoint un petit peu la discussion qu'on a sur la question du diagnostic ou pas du diagnostic, et qu'on a pu d'ailleurs mesurer dans les indicateurs de la pédagogie spécialisée. Il y a des écoles qui donnent beaucoup plus facilement des mesures régulières et d'autres qui donnent directement des mesures de pédagogie spécialisée. Et les deux ne sont pas corrélés. C'est-à-dire que dans le processus d'évaluation standardisée, l'un des principes c'était de dire d'abord vous mettez en place les mesures régulières et après vous mettez en place les mesures renforcées. Donc les deux mesures devraient être corrélées. Et en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire qu'il y a une culture d'établissement qui dit moi je mets des mesures régulières et moi je mets des mesures de pédagogie spécialisée. Et ça sous-entend qu'il y a des préconceptions au niveau de la difficulté de l'élève qui ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui se dit ces difficultés d'élève, elles sont de notre prérogative, on va pouvoir y répondre avec l'école. Puis l'autre il dit ces difficultés d'élèves, ça peut être exactement les mêmes. Ça c'est de la prérogative de l'enseignement spécialisé. Et ça c'est quelque chose qu'on a pu mesurer. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux cultures, ces deux types d'écoles qui sont pas accès aux décisions? Est-ce qu'ils ont des populations différentes? Non, tout ça est contrôlé. C'est quoi? C'est la culture du directeur d'établissement? C'est souvent ça. C'est aussi un des éléments qui explique très très bien ça, c'est malheureusement la présence d'une classe intégrée. C'est-à-dire que s'il y a une classe intégrée, donc c'est des dispositifs séparatifs, mais qui sont dans l'enceinte de l'école. On a pensé que c'était une bonne idée, mais ce que ça a produit, c'est certainement que dans l'esprit des gens, ça a rapproché l'école de pédagogie spécialisée de l'école régulière. Dans les faits, ce n'est pas le cas, parce que les apprentissages, ça ne change rien au niveau des élèves. Il n'y a pas d'attestation des apprentissages, il n'y a pas des élèves qui apprennent mieux dans ces dispositifs-là. Mais, ils n'apprennent pas moins bien non plus. Que dans l'enseignement spécialisé, non. Il n'y a rien qui semble dire. Mais, par contre, pour les parents, ça a été beaucoup plus facile de dire, en fait, votre enfant, il ne va pas aller dans l'école qui est à l'autre bout du canton, il va aller dans la classe qui est juste là à côté. Et on a vu que, parce qu'on a refait des études longitudinales, dès l'instant où il y a une classe intégrée qui est ouverte dans un établissement, ça augmente en moyenne de 4 classes l'année suivante. Ce qui est énorme. Les interventions, comme on l'a mentionné, elles sont validées scientifiquement. Voilà, on les a déjà évaluées, elles ont déjà été évaluées, elles ont déjà montré qu'elles permettaient de produire des effets. Alors que là, on a souvent des interventions qui sont validées, mais il y en a aussi qui ne sont pas du tout validées. Et puis la notion du dépistage universel qu'on a mis des deux côtés, parce que c'est l'idée que dans le dépistage universel, dans le modèle RAI, c'est tous les élèves qui passent très rapidement ces évaluations, parce qu'on se dit, en fait, on ne va pas attendre de voir l'émergence de difficultés trop tard.
Et là aussi, on a des systèmes de dépistage universels, mais qui ne sont pas spécifiques, comme les évaluations standardisées. Et puis, on a un peu le problème qu'on n'en fait pas encore grand-chose de ces évaluations standardisées. Au-delà de la difficulté scolaire, il y a une logique différente entre le terrain et la recherche sur les étapes d'identification, d'action, de réponse aux besoins et d'évaluation de l'effet de ces actions, qui interroge la perception de la possibilité de remédier aux besoins. On a un regard différent sur la perception de l'éducabilité. Dans le domaine de la recherche, la perception de l'éducabilité elle est totale. Dans le domaine de l'école, elle est parfois un peu moins systématique. Le modèle RAI est une illustration de la lecture que la recherche fait de la difficulté scolaire, mais on pourrait avoir d'autres approches. On a choisi le RAI parce que c'est un modèle qui est maintenant de plus en plus mobilisé, dont on parle assez souvent, mais on pourra parler par exemple de l'attribution causale, de où vient la difficulté scolaire de l'élève. Est-ce que cette difficulté scolaire peut être... est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette difficulté scolaire? Et puis on pourrait aussi avoir sur des questions de modèles économiques, avec des analyses d'efficience. Est-ce que cette mesure-là est la meilleure réponse que l'on peut apporter à l'élève? Et on voit que là, on est toujours sur des regards différents entre la recherche et le terrain. Donc ça nous pose un peu quel est l'apport de la recherche. L'apport de la recherche, ça pourrait être la déconstruction de l'intuition initiale d'une réponse scolaire basée sur des données objectivées. On peut apporter en disant, bah, regardez, en réalité, cet élève-là que vous avez perçu en difficulté, en réalité, il ne l'est peut-être pas, mais celui-là que vous avez perçu qui n'était pas en difficulté, il l'est. On a souvent cet exemple pour les filles qui sont dans les classes de primaire et qui s'expriment un peu moins et qu'on a beaucoup plus de peine à détecter qu'elles sont en difficulté scolaire. Une clarification des objectifs des différentes formes de soutien. Alors ça, c'est un des éléments qu'on avait aussi beaucoup apporté dans les indicateurs de la pédagogie spécialisée, c'est de dire, en fait, il faut toujours qu'on ait un objectif en tête. Quand on met en place une intervention, on se dit, voilà ce qu'on vise, et on va remesurer, une fois qu'on a donné l'intervention, si ça a produit des effets. Une évaluation des interventions en réponse aux difficultés identifiées, ça je l'ai dit. Un transfert des pratiques attestées par la recherche, les données probantes, c'est aussi l'idée que la recherche, elle pourrait... favoriser la mise en pratique de ces pratiques qui sont attestées par la recherche. Et quel est l'apport possible du terrain? Finalement, il y a un peu ce double dialogue avec l'identification par le terrain des difficultés scolaires rencontrées et récurrentes qui doivent nous remonter pour qu'on puisse après ensuite déterminer des politiques et des stratégies. La production de données utilisables par la recherche, forcément c'est le terrain qui produit ces données qu'on peut utiliser. La transposabilité, c'est l'idée que voilà, quand on a des données, des pratiques probantes qu'on a identifiées, il faut quand même toujours les tester dans le contexte. Et puis l'appropriation et la traduction des concepts et des outils, c'est l'idée que voilà, des enseignants qui testeraient des pratiques probantes, finalement, ils en font une traduction qui est plus adaptée au contexte et qui doit, quelque part, produire de meilleurs effets. Et la conclusion, c'est qu'il y a il y aurait un possible cercle vertueux entre la recherche et le terrain s'il y avait une discussion et un échange de pratiques. Mais c'est une collaboration qui est un peu sous condition. Et il y a besoin d'avoir une certaine légitimité de la recherche par l'institution. C'est-à-dire que l'institution, elle devrait dire, voilà, la recherche, elle est valide. Et on va suivre ce que dit la recherche. Ça, ce serait un des éléments qui permettrait de donner une certaine légitimité. Oh, pardon. Et il faudrait aussi que le terrain, il pense que la recherche, elle a une certaine légitimité. Il faut qu'on ait aussi un sorte de monitorage des pratiques. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir, quand on met en place quelque chose, regarder ce que cela produit. Et, bien entendu, et c'est le coin qui est toujours un peu... qui coince souvent, c'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, il faut pouvoir mettre une régulation ou une contrainte quelque part. De dire, en fait, vous avez mis ça en place, mais vous ne l'avez pas mis en place de la bonne manière, et voilà, on va changer la manière dont vous l'avez fait. Une forme de contrainte. Un transfert et une vulgarisation de la recherche, et là c'est plutôt le point de la recherche, de dire, notre travail c'est aussi de vulgariser. On doit pouvoir s'assurer que ce que l'on dit est entendable par le terrain. Et dans ce cercle vertueux, il y a l'institution qui est au milieu et qui peut être un facilitateur parce qu'il légitime la recherche, parce qu'il permet à la recherche d'accéder facilement au terrain, etc., etc. Ou bien ça peut être un obstacle
parce qu'il ne permet pas d'aller sur le terrain, etc., etc. Je vous remercie pour votre attention. Et je reprends volontiers la discussion après. Voilà. Donc comme je l'ai dit un peu en introduction, à la base c'est le service enseignement et évaluation dirigé par Isabelle Villemain qui avait proposé cette communication. Comme ils ne viennent pas, on s'en est emparé, on les a laissés associer, on s'en est emparé un peu à notre sauce, mais c'est plutôt une réflexion qui vient alimenter, je crois que dans l'absolu on aurait sûrement dû commencer par ça en fait, mais c'est pas grave, on a des ressorts pour discuter. L'idée de la place où on est, c'est vraiment de se dire, effectivement, on fait sûrement moins de recherche fondamentale maintenant là où on est, mais c'est plutôt comment on essaye de la traduire, comment on essaye de la faire avec les enseignants ou les directions d'établissement ou les éduques dans les écoles. Donc, pourquoi c'est tellement compliqué d'avoir cette difficulté de dialogue parfois entre recherche et terrain et ce qu'ils ont mis en place avec des gens comme Pascal Zesiger, avec ce qu'a présenté Mathia également, avec des gens comme Édouard Jantas, c'est plutôt cette logique un peu de recherche-action, de construire quelque chose de collaboratif, comme l'a présenté Jean-Philippe Lachaud, si je ne me trompe pas aussi. Donc un peu dans cette logique-là, en se disant oui, et en ayant ce regard un peu de dire aussi, mais c'est aussi, et avant tout, certainement une ressource de développement professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu mobilisé, en tout cas de ce qu'on entend, c'est de se dire la formation permanente à la recherche et la participation à la recherche, c'est sans aucun doute un des outils de développement professionnel le plus important et qu'on a du mal à mobiliser et avec l'idée que finalement ça pourrait susciter un petit peu plus le dialogue. Donc c'est un peu le propos qu'on voulait partager avec vous. Voilà, ça c'est la même autrement. Donc peut-être juste pour illustrer ce dialogue difficile, ce dialogue entre école et recherche, et que on le voit, hein, par exemple, on a dans l'enseignement, dans les écoles, le développement de compétences scolaires qui ont du mal à évoluer. On commence par exemple à implémenter le numérique, mais on voit combien de temps ça va prendre et combien de temps on va mettre à se dire comment on peut évaluer à travers des épreuves cantonales, par exemple, les compétences numériques. Alors là, on a du chemin avec ces nouvelles compétences. On l'a vu avec les éducations A ou tout ce genre de choses, c'est vraiment la difficulté d'implémenter de nouvelles disciplines, parce que sinon on en fait sortir d'autres qui paraissent illégitimes, donc il y a un peu cette difficulté. Et quand on regarde après les recherches internationales qui sont faites sur la population adulte, on voit aussi le décalage entre les diplômes et puis les compétences attendues pour prétendre aux professions qui sollicitent telle ou telle compétence. Donc finalement, il y a un décalage entre les compétences qui sont travaillées scolairement et les compétences qui sont attendues dans le monde professionnel. Un autre exemple, c'est le maintien de pratiques pédagogiques peu efficaces. On a déjà parlé du redoublement, on a un spécialiste là au premier rang, qui a assez démontré que le redoublement, ça ne marchait pas. Sauf exception, sauf condition, que globalement ça ne marchait pas, et pourtant c'est une mesure de réponse à la difficulté scolaire qui est la mesure la plus... ça va pas, cet élève c'est compliqué, on va lui redonner une chance, il va redoubler. Donc on continue à penser que c'est une mesure de soutien pédagogique d'une certaine façon. Alors à l'école primaire, une seule. Sauf, donc après il passe, parce qu'il ne peut plus redoubler, ou il va dans le spécialisé. Voilà. Donc après il peut recommencer au cycle, je sais plus, je crois que c'est aussi qu'une fois maintenant, mais voilà, donc à Genève on a aussi un parfait exemple, c'est qu'on en est en 40 ans à la 50e réforme du cycle d'orientation, donc du secondaire 1. Est-ce qu'on le fait en filière, est-ce qu'on le fait pas en filière? Donc il est en filière, la recherche est aussi assez unanime sur le fait que ça produit des systèmes très inéquitables et peu propices au développement des compétences. Donc en fait, on a un peu des choses qui sont vraiment attestées, alors soit sur l'organisation du système, soit sur des pratiques spécifiques. Et finalement, ce dialogue, ça montre que le dialogue est difficile, en tout cas que l'écoute n'est pas forcément réciproque, parce que la culpabilité n'est pas forcément d'un côté ou de l'autre. Et puis, du coup, ça génère aussi des iniquités à l'intérieur ou entre systèmes. À l'intérieur d'un système, Jason a donné l'exemple avec les mesures de pédagogie spécialisée, mais on voit que quand il y a des réformes qui sont amorcées, on voit que
Il y a des gens qui sont embarqués, il y a des gens qui sont même moteurs parmi les enseignants ou les équipes de direction et d'autres non. Et finalement, on considère ça comme un état de fait, comme si on ne pouvait pas dire, effectivement, d'un point de vue institutionnel, mais ça, on sait que ça marche. Alors peut-être c'est compliqué, peut-être ça va prendre du temps, mais il va falloir l'implémenter parce que ça marche. Et ça, c'est quelque chose qui est, en tout cas à l'échelle de Genève, on ne va pas généraliser, c'est quelque chose qui est difficile, voire impossible à faire entendre. Je suis aussi enregistrée. Il n'y aura pas de microphone, donc j'espère que... Oui, bon, personne n'écoutera, hein, c'est sûr. On est assez tranquille. Ce qu'on voit aussi, ce qu'ils ont eu au service d'enseignement et évaluation, ce qu'ils ont regardé aussi, c'est les questions qui leur remontent, sur quoi les enseignants voudraient être formés, sur quoi ils voudraient collaborer avec la recherche, etc. Et les questions, ils se posent souvent sur des thèmes un peu nouveaux ou un peu d'actualité, type l'école en forêt ou école en extérieur, type la méditation, la pratique du yoga. Donc des trucs un petit peu généraux qui ne sont pas centrés sur leur pratique pédagogique réelle, mais qui viennent amener un petit peu de nouveauté et qui peut-être deviendront des pratiques futures, mais pas des choses qui viennent vraiment questionner, c'est des choses un peu à côté des pratiques actuelles. Alors qu'en recherche, on a eu plein d'exemples aujourd'hui, on va se focaliser sur la conscience phono, sur les analogies, sur des aspects qui sont vraiment des conditions de pratique pédagogique. Alors bien sûr, la recherche nous aussi à bosser sur l'école à l'extérieur, sur la méditation ou sur d'autres choses, mais ça vient aussi parce que c'est le terrain qui amène ça. Donc on a un peu ces décalages aussi de thématiques d'intérêt en soi qu'on peut observer. Donc la question c'est quelle solution hein, en sociologie des politiques publiques ils disent toutes les réformes elles sont soit top-down soit bottom-up et puis ça marche pas dans les deux cas donc l'idéal c'est sûrement la co-construction même si ça marche pas forcément non plus donc mais voilà on est un peu dans une logique où si en haut ou en bas on impose quelque chose à l'autre sphère la probabilité pour que ça fonctionne a priori, sur les réformes qui ont été analysées du point de vue sociologie des politiques publiques, ça ne fonctionne pas. Donc on doit certainement passer par des étapes de co-construction en essayant de délimiter le rôle des uns et des autres. Et puis ça c'est une logique en sociologie des politiques publiques pour dire si politiquement je veux conduire une réforme, comment je dois m'y prendre. Mais finalement ça s'applique à la recherche. Si je veux faire évoluer les pratiques enseignantes en fonction des connaissances que j'ai du point de vue de la recherche, comment je me fais aussi entendre et comment je peux dialoguer avec les enseignants, les directions des établissements ou autres pour ce travail-là. Donc certainement que l'idéal, c'est une forme de co-construction. Donc voilà, l'idée c'est de se dire mais comment on va vers une transformation de pratique quand on sait qu'il y a des pratiques qui ne sont sûrement pas les meilleures ni pour les équipes sur le terrain, ni pour les élèves derrière, comment on évolue là-dessus. Et puis en lisant un peu ou en se questionnant, on se dit il y a des choses quand on va regarder un petit peu, là on a regardé parce qu'on ne connaissait pas vraiment, mais par exemple sur l'éthique de l'activité enseignante, il y a des travaux qui sont intéressants, j'y reviens rapidement, sur des choses qui sont très peu faites dans la formation initiale ou continue, par exemple tout ce qui est travail autour des biais cognitifs, des choses dont on a beaucoup discuté depuis hier soir. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de notre intuition? Qu'est-ce qu'on fait de notre jugement sur quelque chose qui est produit? Comment on le questionne? Comment on admet qu'il n'est peut-être pas effectivement le bon? Et puis d'avoir un peu cette approche systémique pour avoir une vision un petit peu globale des actions à mener. Tout ça, ça semble pouvoir participer au développement professionnel. J'ai pas pris de montre, hein, donc j'espère que bon, tu regardes. Donc là aussi, en regardant un petit peu, il y a eu une conférence de consensus il y a pas longtemps en France sur le développement professionnel. C'est toujours des moments assez intéressants hein, où on réunit les différents acteurs, parents, élèves, enseignants, chercheurs, autour de conférences et on doit dégager à partir de ça des choses à travailler, en l'occurrence sur le développement professionnel. Et on voit que ce qui va marcher, c'est la participation à des comités professionnels, l'expérience de l'impact de ces actions pédagogiques, qu'est-ce que je produis à nouveau, hein, comment j'observe de manière objective ce que j'ai produit en mettant en place telle ou telle mesure de soutien ou en organisant ma classe de telle ou telle façon. Donc finalement, à nouveau, comment je construis un regard un petit peu objectivé
sur le travail qui est produit pour faire évoluer ma pratique, pour y réfléchir. Enfin, voilà, l'analyse de pratique et la réflexion sur sa pratique, c'est bien sûr au cœur du métier. Là aussi, un autre exemple qui a été, un autre élément qui a été mobilisé lors de cette conférence de consensus, et avec la citation qui est ici, les enseignants ont besoin de soutien, pas uniquement dans leur discipline et leur pédagogie, mais également dans leur capacité d'investigation et de compréhension des processus de recherche. Et ça, pour nous, c'est un élément qui est assez peu mobilisé. Ce travail d'investigation, voilà, la capacité à intégrer de la connaissance à partir de choses différentes, à la mettre en œuvre et à l'adopter dans la pratique. On est vraiment sur des éléments, justement, de dire où on ressemble de plus en plus au travail de recherche. On est là comme, voilà, on a une pratique quotidienne en classe, et comment je la fais évoluer, comment je me renseigne sur les nouveautés dans la discipline ou sur les nouvelles approches que je peux mobiliser. Et ça semble assez intéressant parce qu'on voit à quel point, on sait à quel point le changement c'est difficile, hein, quelle que soit la profession, mais il est sûrement moins difficile si on est dans cette logique permanente de dire ben, qu'est-ce que je produis, quelles connaissances sont produites ailleurs, qui va pouvoir me renseigner sur comment je peux aménager des nouvelles ressources en matière d'enseignement. Tous ces éléments-là, finalement, il nous semble, hein, mais quelque chose qui est assez peu travaillé et proposé dans les formations continues. Par rapport à cette éthique, et à nouveau pour donner l'exemple de dire, voilà, l'idée c'est aussi de se dire, on a jusque-là pas mal opposé, et ce qu'on voit c'est pas mal dans les discours, cette opposition entre terrain et recherche qui revient toujours. Puis quand on regarde ce qui est dit sur l'éthique de l'activité enseignante et les valeurs éducatives, le texte est assez ancien, hein, mais ce qui est important dans ces valeurs, c'est le jugement prudentiel, reconnaître les limites de son savoir, courage d'aller à l'encontre des idées reçues, impartialité, ouverture d'esprit, empathie, enthousiasme, imagination. Donc tous ces éléments, ça nous paraît être assez transversal de l'activité de chercheur finalement, hein, où on va devoir passer par l'expérimentation, par la remise en question de ce qu'on produit, de l'évaluation par les pairs de ce qu'on produit. Donc l'idée c'est finalement d'accroître une forme de lucidité dans son travail et qui admet de se remettre régulièrement en question sur sa pratique. La question des biais cognitifs, donc j'ai mis 2 exemples ici, mais voilà, on sait tous que voilà, on a un traitement de l'information qui est largement biaisé, quelles que soient nos activités. On va avoir par exemple des formes de biais d'autocomplaisance. On est assez satisfait de nous la plupart du temps, ça c'est voilà, après ça devient un autre type de problème. Le biais d'internalité, c'est-à-dire qu'en plus on va plus souvent attribuer les résultats des facteurs internes qu'à des facteurs externes. Alors en éducation, on attribue les échecs de l'élève à l'échec ou à sa famille, et puis on attribue la réussite de l'élève à l'école. Donc ça donne une certaine sérénité. Je caricature bien sûr, mais c'est fait exprès. C'est un peu la logique qui s'applique, et celui-là qui est intéressant, qui nous concerne tous. Je découvre par exemple une nouvelle technologie, je me dis ah c'est génial ça, puis moi ça m'amuse avec. Alors, je pense que j'ai dit technologie parce que c'est vraiment voilà, je suis là à peu près. Donc voilà, je suis déjà redescendue. Donc on passe de ah mais c'est génial, je peux faire plein de trucs, ah génial, tu connais, non tu connais pas, ben, je te montre, c'est facile, tout ça. Puis après on parle à quelqu'un qui connaît. Voilà, je parle à Jason ou à Mathia, puis là je me dis ah donc je sais rien faire en fait. Donc on se rend compte du coup on passe par ces étapes, et puis c'est pas des étapes super agréables hein, non plus de dire ah ouais super, ah non ça va pas du tout, et on remonte là-dessus. Donc on a aussi voilà, peut-être que des choses comme l'école en forêt, ça peut un peu faire ça. Hein, je dis ah super, mais je m'en parle de ce truc, c'est génial, là, vous ne connaissez pas, puis je peux donner des formations parce que moi j'ai fait avec mes élèves, c'est super. Et puis en fait, après on va tomber sur un chercheur qui a vraiment travaillé là-dessus et qui va nous déconstruire, enfin en tout cas nous complexifier largement l'approche sur plus globalement l'enseignement en extérieur. Donc on passe d'un truc en disant c'est super à voilà.
Donc finalement, c'est aussi l'idée d'être dans une logique où dire qu'on soit chercheur, qu'on soit enseignant, qu'on soit élève, on est toujours dans un apprentissage permanent et dans un développement de compétences permanent. Et c'est là que c'est intéressant en plus, parce que je veux dire, finalement, on l'a dit, c'est un peu les mêmes compétences qui sont mobilisées, et on est dans le domaine de l'éducation, donc des enseignants ou des directeurs d'établissement ou des éducateurs, c'est les premiers à prôner la formation et l'apprentissage. Disons qui devraient, disons, si des spécialistes en éducation pensent que l'éducation n'a pas beaucoup d'intérêt, alors on a un problème. Donc, finalement, se dire qu'il y a certains de ces aspects, l'expérimentation, le développement des connaissances, etc., qui sont peut-être pas assez mobilisés, parce qu'on dit moins, ou on contraint moins, ou on donne moins l'opportunité. Voilà, le nombre d'heures dédiées à la formation continue pour les enseignants, il est vraiment pas important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se former. Donc c'est un message qui est contradictoire dans une profession où on enseigne et on apprend à développer ses compétences, à se tromper, à essayer, etc. etc. Donc à nouveau, l'idée aussi, c'est de dire, ben voilà, on ne devrait pas être si loin parce qu'on a a priori la même... on vise un peu les mêmes choses, disons. Donc voilà, l'idée c'est de dire que avec la recherche-action, ce qu'on devrait pouvoir faire, c'est peut-être bouger un petit peu les processus traditionnels d'acquisition des compétences. On est moins sur une posture de l'enseignant qui sait, on est sur une posture de l'enseignant qui apprend, et qui est tout à fait légitime à apprendre. C'est pas parce qu'il apprend qu'il ne sait pas, c'est parce qu'il apprend qu'il va savoir encore plus, et qu'il va pouvoir transmettre encore plus. C'est un peu ce déplacement de logique qui nous paraît intéressant. Les apprentissages, ils sont vraiment centrés sur les contenus et sur la transmission, et un peu moins tout ce qui relève des processus métacognitifs, de comment j'apprends, de comment j'évalue, de comment j'objective tel ou tel élément. Donc ça aussi, c'est sûrement un déplacement qui peut être intéressant. Et puis on a beaucoup de apprentissage théorique puis mise en pratique sans retour sur l'apprentissage théorique. En formation continue, on a un contenu, on s'en va, et puis la plupart du temps, ça se passe comme ça. Alors que l'idée d'un processus d'apprentissage impliqué nous semble aussi, avec les recherches-actions, pouvoir être quelque chose qui va être plus facilement mis en place et encadré avec les partenaires. Pour conclure un petit peu, juste pour illustrer ça, ce qui se passe à Genève en ce moment en termes de recherche-action, on arrive du coup peut-être à combiner des intérêts qui étaient à la base ceux des enseignants ou d'autres qui étaient plus ceux des chercheurs. Mais c'est juste une illustration, voilà, la phase pilote numérique qu'a présenté Mathias, c'est ce cadre-là de recherche-action où on a une co-construction, comme il l'a expliqué. Les questions de réponse à l'intervention, donc avec les travaux de Pascal, en lecture et en maths. La question du travail de l'attention, là on est sur Atoll qui a été présenté là, par Jean-Philippe Lachaud, les compétences socio-émotionnelles, l'enseignement à l'extérieur, à nouveau c'est une bonne idée, mais expérimentons, essayons de voir, peut-être ça va marcher, et peut-être que vous êtes super convaincus, mais c'est pas parce que vous êtes convaincus que ça marche. Il va falloir objectiver que ça marche ou que ça marche pas. Voilà, je m'arrête là.